La terre est bleue comme une orange. Qu'est-ce que tu sens quand tu entends cette phrase? Est-ce que ça sonne comme une évidence ou comme une improbabilité, une étrangeté? Ben, si c'est le cas, tant mieux. Parce que c'est ça qui émane de l'artiste, de l'art, de l'acte créatif apparent, c'est cette invraisemblance. Même si ça a les traits parfois de la vraisemblance, C'est marrant parce que regarde, elle s'écrase. il y a un décalage, un dérangement. Et c'est ça le service de l'artiste que nous sommes, c'est de réoffrir à, on pourrait dire l'univers, Dieu, la vie, l'amour, le paradoxe que nous sommes. C'est comme si il créait du mouvement. Quand je dis il, c'est il, elle, du mouvement dans ce qui semblait figé. Et ça peut passer par du chaos, ça peut passer par des inversions, ou quelque chose de plus imperceptible, une sorte de trouble, un peu comme dans la Joconde, le regard de la Joconde. Une artiste avec laquelle je me sens en résonance depuis l'adolescence, c'est Frida Kahlo. Et elle est venue me refaire plein de petits coucous récemment, notamment hier. Le matin, je croise une femme avec un t-shirt sur lequel il y avait écrit Frida, juste Frida, alors que je baignais dans Frida justement. Et le soir, de nouveau, je croise une autre femme. Au début, j'avais vu juste les couleurs et je dis « Ah, c'est beau vos couleurs sur votre t-shirt ». Et là, elle écarte sa veste et je vois que c'était un sosie de Frida. C'était pas Frida, mais c'était une femme avec une couronne de fleurs. Alors voilà, elle est là. Friduccia. Frida n'a quasiment peint que des autoportraits. Donc on pourrait se dire, mais où est le service finalement si l'art n'est que autocentrage? Mais même quand Cézanne peint, c'est une chanson de France Gall, Michel Berger, tu peux aller l'écouter quand Cézanne peint. Et ben même quand Cézanne il peint ses pommes, ces merveilleuses pommes, en fait c'est lui qui peint. C'est un autoportrait en fait la pomme. Puisque nous sommes Cézanne, nous sommes Frida, nous sommes la pomme. Et la non-pomme, ne l'oublions pas. Et Frida, elle est allée au cœur du striptease du cœur et du corps. Elle nous a offert ce paradoxe justement de la vulnérabilité et de la puissance. Elle a tout au long de sa vie et depuis son enfance exploré des douleurs émotionnelles et corporelles extrêmes à travers
la maladie, l'accident, l'infidélité dans sa relation avec Diego Rivera. Et toutes ces initiations sont devenues des pigments, des couleurs, des regards. Et sa personne elle-même, sa chair, est œuvre d'art. Sa façon de se vêtir, sa façon de laisser pousser sa moustache, ses sourcils. Les robes de Frida sont un spectacle. Elles traduisent en fait sa double origine, puisqu'elle était d'origine allemande de par son père et d'origine indigène mexicaine de par sa mère. Et dans sa façon de se vêtir, en fait, on retrouve cette hybridité, puisqu'elle va mélanger à la fois les époques et les différentes traditions indigènes. Elle aime bien aussi jouer avec le côté androgyne, puisque on voit des photos d'elle où son père était photographe, il avait fait un portrait d'elle où elle est habillée en homme, et plus tard aussi elle s'est portraitisée en homme quand elle s'est coupé les cheveux à la suite de sa rupture avec Diego. Elle est un peu une annonciatrice de la non-binarité, déjà. Sa mère était d'origine de la région de Oaxaca, au Mexique. Cette région, cette ville, j'ai eu l'occasion de la visiter, de l'explorer il y a une vingtaine d'années, et j'en garde un souvenir flamboyant parce que c'est... en fait, quoi qu'il arrive, les personnes vont faire la fête. Chaque jour, il y a toujours une bonne raison pour faire la fête, que ça soit un décès ou que ça soit rien. C'est... Tout est bon pour chanter, pour danser, se retrouver. Et la culture tehuana est principalement matriarcale. Ce sont les femmes, en fait, qui œuvrent et rayonnent leurs valeurs. À l'époque de Frida, c'était pas super bien vu de porter ce costume d'origine tehuana, indigène. C'était même un peu honteux. Donc son acte, en fait, est devenu politique, iconique, transgressif. Et même encore aujourd'hui, entre guillemets, on peut ressentir la souveraineté de cet héritage de Frida. Son apparente personne est service. Même les corsets qu'elle était amenée à porter, puisqu'elle a été opérée, je sais plus, mais peut-être une trentaine de fois tout au long de sa vie, suite à l'accident qu'elle a eu très jeune, et ben ces corsets apparaissent aussi dans ses peintures. Tout était intégré dans sa créativité. À une époque où le simple fait de s'exprimer en tant que femme était déjà très 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 chauduc, elle assumait même le fait d'être bisexuelle. On connaît notamment sa relation avec Chavela Vargas, qui est une sublime chanteuse. Et aussi, Frida a passé quasiment toute sa vie dans la Casa Azul, la Maison Bleue. Pour ma part, j'ai rêvé de visiter cette maison, et puis lors de mon voyage, ce rêve s'est réalisé et ça a été un moment très émouvant parce que on a l'impression que Frida n'a pas quitté la maison. Tout a été conservé tel quel. C'est un peu un sanctuaire, le sanctuaire de l'amour. Il y a des couleurs très intenses, il y a ce bleu cobalt, il y a du rouge brique un peu. Il y a
Son mobilier de cuisine qui est tout en jaune, c'est très solaire. C'est vraiment vibrant. Il y a des cactus, des plantes, mexicaines exotiques, il y a, plein de petites statuettes précolombiennes. Il y a des calaveras, les squelettes. Et puis il y a l'atelier de Frida où tu retrouves son chevalet, ses pinceaux, tous les petits bocaux avec les pigments de toutes les couleurs. Son lit à baldaquin. Et en haut du lit à baldaquin, il y avait un miroir. En fait, c'est ce qui lui permettait, puisqu'elle passait énormément de temps allongée, euh, de peindre ses autoportraits. Elle est née dans cette maison, elle est morte dans cette maison, elle a vécu avec ses parents, elle y a vécu avec Diego. Avec Diego, ils ont divorcé, mais ils se sont remariés. Et c'est lui qui lui a permis d'agrandir la maison. Donc c'est comme un testament de toute cette passion, de tout cet amour, de toute cette créativité. Et ça aussi, c'est du service. Eh ben oui, Frida, c'est nous. Nous sommes ce service intégral qui passe par un apparent corps, par une apparente créativité, par des apparents lieux de vie, des apparentes relations. Et chez Vera, il y a aussi ce goût de l'autoportrait, de l'investigation, de l'intime. Même si, bien sûr, l'investigation, l'intime, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous ne sommes pas, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'auto-investiguer. Et j'ai déjà évoqué le miroir. Moi, il n'était pas au-dessus de mon lit, mais il était devant mon lit. Et il était là depuis ma plus tendre enfance jusqu'à peu près mes 10 ans. J'avais donc une immense armoire à glace. Et il y a un goût de ce miroir, en fait. Il y a un goût du reflet, de l'exploration du reflet, à travers, entre guillemets, soi, à travers, entre guillemets, l'autre. Nous sommes le miroir non-miroir. Et il y a une autre anecdote qui me revient par rapport au Mexique, je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué dans une vidéo, c'est on est allé aussi à Acapulco et un des rendez-vous incontournables à Acapulco, c'est le saut de l'ange. Donc c'est vers le coucher du soleil, on va vers une falaise et du haut de cette falaise, il y a des hommes qui vont plonger. Les plongeurs s'appellent les clavadistas. Et donc, la falaise, elle est à 35 mètres. Ça s'appelle la quebrada de Acapulco. Donc, il y a tout un rituel. On les voit se préparer. Ils montent en haut de la falaise. Et puis, tout le monde retient son souffle parce que c'est quand même très dangereux. Il faut que le niveau de la mer soit suffisamment haut pour qu'ils puissent plonger. Donc, il y a comme un petit calcul. Et c'est tout simplement à couper le souffle. Le temps est complètement suspendu. Tu vois ces hommes, on dirait des oiseaux. J'ai vraiment cette sensation que c'est ce que nous sommes aussi. Nous sommes le sceau de l'enjeu, de l'enjeu, de l'ange. Et dans le Il était une fois l'amour de Vera Kiki, je dirais que le sceau de l'ange, c'est l'union entre l'anima et l'animus. C'est cet instant que nous sommes. Où il y a ces énergies, en fait, on pourrait dire que l'anima, c'est le souffle. Et c'est cette part féminine, c'est cette ouverture, en fait, cet abandon naturel que nous sommes. Et qui
permet en fait ce plongeon de l'animus, cette percée. Et on est les deux en fait, on est l'ouverture et on est la percée. Et on peut aussi imaginer que l'anima accouche de l'animus. Le yin accouche du yang. Shakti accouche de Shiva. Et le service du rêve au rêve, de l'amour à l'amour, du service au service, au service du service du service. Il y a même les chiens là, tu vois, qui sont en train d'adhérer. Ben c'est ce saut de l'ange, puisque chaque instant, on renaît et on meurt. Et en médecine, d'ailleurs, le saut de l'ange, c'est le petit moment de rémission qui existe avant la mort. Et en fait, c'est ça, quoi. On est tout le temps en rémission. Il n'y a jamais de filet. Nous sommes cette incertitude, certitude. Cette union des unions. Cette rupture. Et chez Vera, il y a un goût pour ce chavirage. Bien sûr, quand je dis chez Vera, c'est pas quelqu'un, en fait, qui décide de ça. C'est comme ça que ça se manifeste. Et il y a un goût aussi pour diffuser ce chavirage, cette pirouette, cette virevolte, ce labo du cœur, labo Kokoro, ce dérapage, cette chute, cette volte-face. Peut-être que c'est ça que tu cherches, qu'il se passe quelque chose qui te fasse souvenir qu'il se passe rien. Peut-être qu'en venant sur cette chaîne, ce qui est recherché par toi, c'est justement un décalage. Un challenge, un inconfort, un décrochage, une réalisation, une illumination, une vision, un pas de côté, un réveil, un éveil, une secousse. C'est un peu comme dans la pub qu'il y avait avant, il y a bien longtemps. Crunch, où la fille, elle mordait dans sa tablette de chocolat, elle faisait et puis tout s'écroulait. Peut-être que c'est ça que tu te dis. Et un petit espoir là, qui est tapis quelque part, que ça va enfin s'écrouler. Ça va te libérer, ça va te délivrer. Une bonne fois pour toutes. Peut-être que Eti, il est soum, elle a raison quand elle dit que peut-être que nous allons de délivrance en délivrance. Ou que la vie n'est que délivrance et délivrance, je sais plus comment qu'elle dit ça. Dans cette expérience humaine apparente, il y a un coma récurrent. Même pour le kiki apparemment éveillé. Il y a un engourdissement. Et il y a un appel en simultané à se désengourdir. C'est parfois plus discret.
tous les moyens sont bons. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir à se désengourdir. Et bien sûr, comme tu le sais sans le savoir, s'éveiller du rêve, voir le rêve, est l'illusion suprême, puisqu'il n'y a pas de rêve et il n'y a pas de rêveur. Et je voudrais terminer par une petite anecdote. Il y a un autre soir au parc où j'ai vu un petit couple qui allait faire un pique-nique. Et puis le gars, il avait un t-shirt et de nouveau, il semble que les t-shirts attirent mon regard. Sur son t-shirt, il y avait écrit « Don't waste your talents ». Ne gâche pas ton talent ou tes talents, je ne sais plus si c'était au pluriel ou au singulier. Donc j'ai eu envie d'aller les voir et de leur demander mais est-ce qu'ils croyaient vraiment qu'on pouvait gâcher son talent. Ce à quoi il m'a répondu qu'en fait il avait même pas remarqué qu'il y avait écrit ça sur son t-shirt. Et on en est venu à l'apparente conclusion que bah non, en fait c'était pas possible. Ton talent n'est pas ton talent, mon talent n'est pas mon talent, notre talent n'est pas notre talent. Le talent de Frida n'est pas le talent de Frida. Il n'y a qu'un seul talent, c'est l'amour, qui est le pain de vie éternel, inconditionnel et impersonnel. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il ou elle vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai c'est ma chair pour la vie.